Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de 11 Montréal, deuxième édition en 2023, en fait, deuxième édition avec un astérisque au bout aussi. Hey, Patrice Bernier, ça des touches, je m'appelle Frédéric Lard. Gros succès. On est les Taylor Swift du soccer canadien. Bravo Patrice et bravo Vincent pour notre première semaine. Quand même. Hey, moi j'ai vu ça premier, j'ai plastricé ça partout. Hein. On est numéro 1. Je ne sais pas combien de fois qu'on va rester là au rythme, mais il faut le faire quand il est là sur le Billboard Charts. Monsieur Renommé, Monsieur Mur de la Renommée. Et justement, t'as fait des blagues là, Patrice? Justement, je vais m'enlever tout de suite, les gars. Je quitte le podcast pour rester en première position. Ouais, c'est ça. Retire-toi au sommet, c'est ça qu'ils disent. Hey, Pat, justement, Vincent a fait des blagues sur mon mur de la renommée des génies aussi, a trouvé que c'était un peu self-serving, comme diraient les anglophones. J'ai jamais dit ça, c'est extraordinaire. J'ai jamais prononcé ces mots. Je suis très sensible. Tu sais, c'est une de mes grandes qualités. Un de mes grands défauts, mais une de mes grandes qualités aussi. Mais justement, pour vous, j'ai pensé que à ce concept-là... C'est pas pareil, hein, mais c'est non. pas grave. Écoute, le mur de la renommée des génies, on en a parlé, ceux qui étaient au dernier podcast savent de quoi on parle. Le mur de la renommée des génies, c'est notamment parce que j'avais eu cette idée qui, cette semaine, est un petit peu moins bonne aussi, c'est de faire jouer CF Montréal contre Toronto à Montréal le 24 juin et en Ligue, hein, en championnat. Et une semaine après, faire jouer le même match, mais à Toronto pour le 1er juillet pour la fête du Canada. Je trouvais ça que c'était génial. J'ai eu des appuis, des gens qui étaient, notamment à cause de la sécurité, qui étaient un peu contre. Je pense que cette idée-là devrait se retrouver sur le mur de la renommée des génies, ok, parce que il y a plein de concepts au CF Montréal où on veut justement parler de. Puis il y a des concepts qui trouvent pas leur place aussi dans la mémoire montréalaise. Ce mur-là va toutes les englober, ok. Alors rapidement. Sur ce mur-là, mis à part mon idée, justement, du 24 juin, 1er juillet, il y aurait le but de Cameron Porter, naturellement. Parce qu'il faut l'avoir quelque part. Ah ouais, ok. On est au même... Ouais. Mur de la renommée des génies. Reste avec moi, Vincent. Le chandail des culottes d'un culotte de Piette. À vous. C'est une trademark et tout. Un classique. Ça, tu vas aimer ça aussi. Le pitch de vente de Nick DeSantis. Je pense que s'il y a quelque chose il y a un grand talent qu'avait Nick DeSantis, c'est de vendre Montréal aux gens aussi. Et bon, après ça se gâtait. Mais au départ, quand Drogba est arrivé, tu avais l'impression que le système de santé québécois était extraordinaire, que les écoles, c'était Harvard au primaire aussi. Puis quand les jeunes, en fait, quand les joueurs désignés arrivaient, tu avais l'impression que Montréal, écoute, t'avais le goût de racheter une maison à Montréal, en quelque sorte. Bref, le pitch de vente, c'est un grand succès. Et on finit par, et ça vient de ton livre, entre autres, Vincent, la cloche et la bannière de Drogba des 1642. En lisant ton livre, je me suis rappelé ça. Quand Drogba est venu, les 1642 sont allés chercher la bannière à Chelsea. Ah oui, c'est vrai, King Drogba. Je trouvais ça extraordinaire. Astérisque à ce que tu viens de dire, pour Drogba, c'est plus le pitch de vente de Joey Saputo qui a fait la différence que celui de Nick. Mais en général, avec Nick, qui est allé voir Nacho Piatti, tout à fait. Son meilleur ami. Je vous conseille le chapitre sur Ignacio Piatti est très parlant de ce point de vue-là dans mon livre. Sa grande qualité à Nick, c'est d'être cool. C'est ça son bras. Puis l'autre affaire qui pourrait peut-être aussi être sur le temple, sur le mur de la renommée des génies, Nick DeSantis, il y a plein de choses que j'ai dit contre lui, ou du moins, j'ai des arguments contre. Pas que je l'aime pas, je l'aime bien, là, mais personnellement, mais sa capacité à faire des changements en match, à ce jour, ça reste un des meilleurs entraîneurs que j'ai jamais vu au CF Montréal / Impact pour faire des changements pendant le match. C'est un gars qui a un gut feeling. Nick DeSantis. Mais ça, pour vendre le club, oui, je suis d'accord qu'il il était bon à, je pense, développer des relations humaines avec les gens. C'est le pitch de vente, mais surtout développer une connexion avec les gens qui veulent venir jouer à Montréal. C'est que ça, ces cheveux-là, cette beauté-là aussi, en tout cas, bref. Championnat canadien, il faut parler, parce que là, j'ai parlé de mon idée de 2 matchs le 24 juin et le 1er juillet. Il y a des gens qui ont dit, pour la sécurité, ça va être difficile. On en a eu un autre exemple à Toronto. Rapidement, là, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Il faut en parler. Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter, j'ai l'impression, mais quand même, Patrice, par rapport à ça? Franchement, je comprends pas comment ça fait qu'il n'y avait pas de sécurité. Sachant
déjà l'année dernière avec ce qui s'est passé, la relation des deux, je parle des partisans entre eux pour les deux matchs. Puis ça a toujours été le cas. Je pense que sécurité, accompagnement et tout. Donc, je ne comprends pas comment ça fait qu'il n'y a pas de sécurité entre les deux factions. Et qui fait qu'il y a eu des gravures. On est chanceux parce que ça, je veux dire, ça aurait pu être pire. Il aurait pu arriver quelque chose de très grave à un ou l'autre des partisans qui étaient dans les gravuges. Donc ça, je ne le comprends pas. Mais de toute façon, à la fin, c'est Toronto qui va écoper là-dessus parce que c'est leur responsabilité de s'assurer qu'il y ait de la sécurité au match à domicile. Peu importe qu'on est en championnat canadien ou qu'on est en MLS. Mais ça, dans les circonstances, Montréal a réagi bien. Bon, Montréal a fait ce qu'il fallait faire parce que dans les faits, ils ont interdit de déplacement les supporters de Toronto. Et je pense que c'est la seule chose à faire parce qu'on est sous enquête encore présentement et tu veux pas laisser les gens essayer de se faire justice eux-mêmes, surtout que même si sécurité renforcée il y a au stade ou aux alentours du stade, tu peux pas maîtriser ce qui va se passer aux alentours du métro ou plus loin du métro. Les supporters peuvent se retrouver. Et bref, c'est le genre de choses qu'on veut absolument éviter. Alors, tu me diras, oui, mais il y en a peut-être quand même qui vont faire le voyage. Regarde, on verra ce qui va se passer, mais c'était la seule chose à faire présentement alors que tout est sous enquête. Moi, je veux juste rappeler aussi quand même que Toronto, il y a quelques années, je me rappelle plus l'année, mais il y avait eu une histoire qu'ils avaient foutu le feu, les supporters de Toronto, aux estrades à Ottawa, dans un match de championnat canadien. Et je pense qu'ils avaient mal maîtrisé des fumigènes ou quelque chose comme ça. Et Toronto avait sévi contre ses supporters en les privant de leurs privilèges, etc. Mais on n'a jamais entendu ce qui s'était passé, il me semble, en tout cas du côté de l'association canadienne. Là, à un moment donné, tu sais, si tu as un sursis, si tu as une amende, il faut quand tu es dans la récidive, en plus on a vu ce qui s'est passé aussi à la fin du match là. Je sais qu'il peut y avoir une altercation, la situation est chaude entre supporters de Toronto et l'équipe et les résultats, mais un capot qui lance un mégaphone sur un joueur, bon, là, je pense qu'à un moment donné, il faut sévir, et puis il faut montrer l'exemple. Et si tu veux montrer que c'est pas acceptable, c'est pas tout de renforcer la sécurité, c'est aussi de punir les clubs. Moi, je suis d'accord avec ton point parce que j'ai vu en ligne beaucoup de gens dire qu'est-ce que le CF Montréal va faire, qu'est-ce que Toronto FC va faire. C'est l'association canadienne, à mon avis, qui a le fardeau de la preuve présentement. Et je vais le dire pour qu'ils le comprennent, you're on the effing clock, Association canadienne de soccer, parce que visiblement, il n'est pas plus canadien que de Toronto. Écoute, c'est à eux, c'est leur compétition. Tu as parlé de récidive aussi. C'est à eux de l'encadrer. C'est à eux de sanctionner aussi Toronto si il y a besoin. Puis juste pendant le match, encore une fois, puis je veux pas faire mon Capitaine Québec ou mon Capitaine Franco, mais l'hymne national dans une compétition canadienne seulement en anglais, alors qu'à Phoenix, qu'à n'importe où ailleurs, aux États-Unis, en ligne nationale de hockey, t'as anglais, français, c'est pas compliqué d'avoir une ou deux lignes. Écoute, les arbitres aussi, le marketing, il y a plein de choses que l'Association canadienne, dans les circonstances, puis on a vu ce qui se passe dernièrement aussi, you're on the clock. C'est vous qu'on va regarder, puis c'est eux qu'on doit regarder, l'Association canadienne. On veut du leadership. C'est vrai, Bon mais en même temps, leadership. dis ça, tu enlèves un peu trop aussi de Toronto. lumière sur le Toronto FC. Parce que là, si on fait juste débattre, c'est à l'association canadienne de sévir contre Toronto. Mais Toronto doit prendre le blâme aussi et se regarder dans le miroir et eux-mêmes sévir et juste se responsabiliser là. C'est trop facile de juste regarder l'association canadienne au niveau de la sanction. Parce que à la base, il devrait pas y avoir de sanction si Toronto avait fait ce qu'il fallait. Fait que oui, il faut une sanction forte, il faut un exemple. C'est à l'association canadienne là-dessus d'agir, mais Toronto a fait n'importe quoi. Tu as raison, mais il aurait pu se passer quelque chose de très très grave. Exactement. Dans ce match-là. On voit un supporter là, qui est traîné dans les escaliers. On le voit, le supporter qui est traîné dans les escaliers. Ça aurait pu être très grave. Ça, c'est pas l'association canadienne, c'est pas elle qui va chercher la sécurité, c'est pas elle qui est responsable du dispositif de sécurité, c'est Toronto. Alors, ils doivent être mis à l'amende. Mais c'est elle qui doit exiger la sécurité, par contre. Non, mais là, non, parce que moi, j'ai parlé avec les gens, c'est Toronto qui est responsable. Il y a un regroupement comité sécuritaire que Toronto explique comment on va procéder. Après ça, c'est la CSA se décharge. Moi, la seule chose que je vois, c'est que la CSA peut-être en se lancer un message fort dans une période où justement elle est un peu en eau trouble, c'est d'envoyer soit une sanction, une amende, dire « Hey, Toronto FC, bang, 10 000, 15 000, je ne sais pas le chiffre, vous êtes sanctionné. » Ça serait la première fois que ça lancerait un message dans « Hey, prenez attention à ce que vous faites parce qu'il y a des sanctions financières ou peut-être un huis clos, quelque chose qui va être très clair. Parce que là, peut-être c'est pour le prochain match de l'année prochaine ou très prochainement dire ben voilà, selon les réalités, une sanction qui vient
pour n'avoir pas été capable d'être en mesure d'avoir la sécurité en place. OK, Ça, je pense qu'on dit la même chose. avoir un message. Ah ouais, c'est intéressant, Pat, puisque ce qu'on dit la même chose, moi, ce que je dis ultimement, t'as raison, c'est Toronto, mais en même temps, quand Toronto remplit pas les standards, l'Association canadienne doit faire preuve de leadership. Puis je fais de l'amalgame avec les hymnes nationaux, puis tout l'ensemble des arbitres, puis même, on pourrait parler quasiment de la diffusion, mais il y a un leadership à avoir. C'est un championnat canadien, puis si tu veux justement grossir et grandir, il y a du professionnalisme, puis il y a justement des barèmes et du leadership à apprendre aussi. En même temps. Ça fait combien de temps que je suis dans le monde du soccer? Puis que l'association canadienne est approximative. OK, le match, sportivement, votre première réaction. Pat, tu as parlé de Rudy Camacho au milieu du terrain. C'est ça que tu retiens de ce match-là? Non, mais je retiens que Toronto, ça va pas bien. Mais je pense qu'on l'a vu. Vous avez couvert le match. J'ai couvert le match. C'est des choses que quand leur 11 complet n'est pas là, ils ont un peu plus de misère. Mais pour Montréal, le jeu en transition, on est bon. On voit que Romeo Kyoto, quand il est là, tu as vu la vitesse qu'il apporte, la profusion. Moi, Camacho, c'est surtout parce que ce que j'apportais très attention, c'est que les passes qui brisent les lignes. Là, est-ce que ça, souvent, on l'a vu trouver Mathieu Choinière faire cette passe qu'on ne voit pas régulièrement du milieu défensif, où il est capable de projeter le jeu vers l'avant, pas diagonalement, mais entre les lignes. Et on a vu qu'il a été capable de trouver les brèches. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de ce qu'il est capable de faire comme défenseur central. Ben, il a été capable un peu de l'appliquer toujours en tant que milieu central. Donc, j'étais intéressant son jeu au milieu. Là, à savoir est-ce qu'il peut jouer régulièrement là, volume, mais cette passe, moi, c'est ce que j'aimais du jeu. Là, après, comme j'ai dit, est-ce qu'il peut réculer? Parce que, ça bouge vite dans le milieu. Il faut que tu sois mobile. Là, je pense que c'était un bon match parce que il jouait avec un box-to-box. Mais ces types de passes, j'ai trouvé ça intéressant parce que le CF Montréal se projetait plus rapidement vers l'avant que d'attendre que les défenseurs fassent la passe. Là, c'était un milieu qui arrivait à envoyer les 4 ou 5 joueurs offensifs rapidement derrière le tiers de Toronto. Puis n'oublie pas, on a affronté Toronto qui, désolé, mais défensivement, ils sont un peu à la rue dans leur département défensif. Mais ça, Camacho, régulièrement au milieu, t'as fait non de la tête. Est-ce que j'ai bien vu? Ah ouais, non. Moi, c'est drôle parce que j'ai du mal à comprendre l'enflammade sur Camacho au milieu parce que moi, je trouve que la meilleure partie de son match, et je pense qu'on peut l'utiliser dans un contexte précis, je vais y venir, mais je trouve que la meilleure partie de son match, c'est quand il a joué au milieu comme un défenseur. Il a joué comme un défenseur au milieu et pas comme un milieu défensif. Parce que honnêtement, si vous vous attardez vraiment à regarder le juste et c'était son premier match, il a pas ses repères, faut pas trop le juger là-dessus. Mais regardez juste la première mi-temps, sa deuxième était meilleure, mais parce que le contexte était différent. Il scanne jamais. Il prend pas l'information. Et c'est sur plusieurs séquences, c'est fou, là. C'est sur le tir de Kay. C'est pas ça en défense non plus. Non, je sais, mais justement, c'est un problème. Pour le milieu de terrain, c'est encore plus important. C'est un gros problème. Sur le tir de Kay au milieu, il regarde pas, il prend pas l'information, il se décale sur la gauche alors que Choinière est déjà là, fait qu'il va coller à Choinière et il ouvre complètement l'axe du terrain. Boum, il y a une passe en plein axe pour Servagna qui Kay tire. Sur le tir de Servagna, là, quand Bernardeschi fait la petite passe, il est beaucoup trop haut sur le terrain à la base. Par contre, il a le mérite de faire un super retour que peut-être Wanyama aurait pas fait. Mais beaucoup trop haut, il a ouvert l'espace entre le milieu et la défense alors que c'est justement là où on s'attendait à ce que lui il fasse le lien. Et sur le but, si vous regardez le but, c'est que il scanne pas. Fait qu'il voit pas déjà qu'il y a beaucoup de monde derrière lui, mais il a aucune conscience ni du nombre ni du mouvement de Bernardeschi, donc il est en retard de A à Z. Et en plus, il s'arrête de jouer à la fin parce qu'il demande la faute. Alors, s'il avait continué à jouer, il aurait pas eu le ballon, ça aurait rien changé. Mais j'ai pas trop aimé ça. Alors, moi, je trouve que dans un match plus ouvert, je pense qu'il se serait fait fumer, honnêtement. Et que là, la deuxième mi-temps, là où je l'aime bien, c'est que dans un jeu qui est plus réduit, où il peut choisir ses interventions, défendre en avançant, et justement, là, comme Pat l'a dit, il est super intéressant de par sa qualité d'ouverture. En toute fin de première mi-temps, c'est lui qui fait l'ouverture pour O4, quand O4 fait ensuite le petit numéro sur la ligne de but et fait ce qui normalement aurait dû être une passe décisive pour Kyoto. Super, puis les passes qui brisent les lignes. Fait, je pense que si, dans un contexte de deuxième mi-temps, où il faut tenir, et en même temps mieux jouer les coups vers l'avant, je pense que Camacho peut être super intéressant. Mais dans un match à la base, dès le coup d'envoi, un peu plus ouvert, dans un jeu de transition que veut jouer Losada, moi, j'aurais pas trop confiance. En même temps, c'était juste une première.
Ce que j'ai aimé par tout ça, parce qu'on peut voir les 11 de départ quand même, Pat, ce que j'ai aimé, le sentiment que j'ai eu, c'est que quand on a dévoilé le 11 de départ du CF Montréal, qui était peut-être moins... c'était pas... depuis des années, on parle du alignement A, alignement B. Là. On aurait pu parler d'alignement B, mais il n'y a pas personne qui a eu ce sentiment-là aussi. Je ne sais pas si l'effectif est moins bon ou juste l'effectif. Il y a un feeling de profondeur, il y a un feeling qu'on est capable d'avoir des performances avec plein de joueurs qui sont là présentement, parce que Duke Wanyama n'était pas là, les deux meilleurs en ce moment. T'as 7 titulaires quand même. Pardon? Wanyama, il monte en puissance, là, mais Duke, oui, clairement. Mais non, je suis d'accord avec toi. C'est parce que ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'il a joué le même 11 deux matchs de suite. Donc, il y a certains joueurs qui commencent à vraiment adhérer à la philosophie Losada. Là, c'était est-ce que ceux qui reviennent de blessures sont capables de rentrer dans cette philosophie-là? Parce que quand ils étaient là en départ d'année, c'était un peu perdu. Là, il y a des joueurs qui trouvent des repères, Duke, Herrera, Mathieu Choinière au milieu, à gauche, Lassiter, non seulement que c'est un gaucher à gauche, mais il est capable de quand même de monter, descendre. Il a démontré qu'il a du volume. Est-ce qu'il est content là? Est-ce qu'on va l'utiliser régulièrement là? Non, mais quand il était là, ses centres, pied gauche, c'était intéressant parce que c'était dangereux. Pat, là, je t'arrête juste 2 secondes pour la setter, parce que toi, en ce moment, c'est lui, je comprends le wingback, le latéral gauche, c'est lui. S'il aime pas ça, c'est un problème en tant que coach ou tu lui dis, ferme ta boîte, c'est moi qui décide. À la fin, il y a deux choses qui arrivent. Le joueur, il peut peut-être pas aimer ça, mais il voit qu'il commence. Donc, Kamavinga, il joue arrière gauche au Real, il aime pas ça. Ouais. La priorité du joueur, c'est de dire, je joue. Comme Mathieu Choinière dit, hey, je joue piston droit, moi, je suis content, je joue. Puis après ça, tranquillement, tu fais ta place. Puis là, c'est deux, les matchs, OK, défensivement, il a peut-être pas été encore challengé, mais je veux dire, il revient, il track back, son repli défensif. Physiquement, moi, je pensais comme, on va voir joueur offensif, mais il a démontré qu'il a les aptitudes pour jouer le poste. Là, maintenant, tu as le choix. Le coach, tu dis au coach, j'aime pas trop le poste, il va aller mettre Iliadis, Quizera est de retour, il va Lassie est de retour, donc tu perds ton poste de partant parce qu'à l'avant, au fort, c'est clair qu'on ne le détournera pas, puis Kyoto est de retour, donc on risque de rester avec ces deux gars-là à l'avant. Donc, si tu veux être partant, tu restes à gauche. Mais moi, pour moi, à chaque fois qu'il était sur le terrain, sur son côté gauche, là, il y avait finalement ce centre qui pouvait arriver en première intention que, autant que j'aime bien Lassie, il coupait tout le temps avec son pied droit, il fallait arrêter, il fallait se replacer. Et là, tu as un centre rapide, comme le but d'Aufort. C'est peut-être pas lui, c'est pas un gaucher, mais je veux dire, c'était passe à Lassie, à Choinière, centre pied gauche rapidement, Aufort, il va au premier poteau, il marque. C'est important d'avoir ce décalage-là et de pouvoir maintenir ce temps d'avance que tu arrives. Donc, moi, je vois pas l'AC2 être détrôné. Mais de toute façon, la question, elle se pose pas. Moi, il n'y a pas à te poser la question. Lapalainen, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Moi, c'est ça l'enseignement que je fais aussi de ce match, c'est que Losada, il a très bien géré, je trouve, le temps de jeu des uns et des autres, en donnant Kyoto 30 minutes l'autre jour. Là, on monte en puissance. En fait, c'est qu'il monte en puissance, il réintègre certains des blessés et la dynamique se continue. Là, moi, Kyoto, je l'ai pas trouvé très bon, honnêtement, face à Toronto. Je trouve que au niveau de sa touche et de son rythme, c'était déficient. Il a vraiment mal joué beaucoup de coups parce qu'il n'a pas encore le petit truc. Fait qu'on a le temps. Le truc, c'est qu'on n'est pas rushé parce que la dynamique continue. T'as 7 titulaires quand même dans le match contre Toronto. 7 titulaires, et ceux que tu réintègres parmi les 4, t'as Kyoto et Lapalainen qui sont des titulaires habituels. Campbell, qui on l'a vu, est vraiment un titulaire en puissance, et Zachary Broguillard qui est toujours intéressant quand on l'utilise. Fait que oui, il n'y a pas l'impression que c'est une équipe B. Moi, j'ai vu le 11 partant, je disais c'était un 11 fort. Et là, le fait que la dynamique de victoire se continue, on peut se dire, OK, Kyoto, Lapalainen, on a le temps de les réintégrer. On va prendre le temps. Pareil pour Miljevic. Et Losada gère bien ça. En plus, là, tu as 3 matchs en une semaine. Fait que je vois pas pourquoi on se rusherait à faire quoi que ce soit. Lapalainen, il va jouer probablement en milieu de semaine prochaine. Kyoto titulaire également. Il n'y a pas besoin de forcer les choses en ce moment. Ça vient naturellement. Et juste sur le but que tu as noté, là, le but de Ofor, ce que j'ai beaucoup aimé de Losada, c'est que je le trouve tout le temps, je le trouve souvent un peu pas passif, mais je sais qu'il peut s'énerver sur le banc, mais je trouve qu'il c'est pas un entraîneur qui donne de l'énergie normalement à ses joueurs. Mais là, sur le deuxième but, c'est lui là qui encourage, qui donne de l'énergie à Lassie pour aller chercher le ballon, qui s'en va en ligne de touche. Lassie le prend, fait la passe à Choinière. Toronto avait complètement arrêté de jouer. J'ai bien aimé ce bout-là. Il y a vraiment un truc qui est en train de prendre. L'identité est en train de s'installer. Moi, j'ai trouvé, tu sais, tu as parlé de 2 choses. J'ai trouvé Zachary pas très bon. Zachary Broguillard, ça fait plusieurs fois.
commence à faire, je commence à trouver ça dommage. Pas nécessairement qu'on s'en parle, mais moi, ça me rend presque triste aussi. Le CF Montréal a eu plus d'envie. Puis on a préparé juste un tableau pour ceux, parce qu'on est sur YouTube maintenant. C'est la grande révolution. On a inventé le podcast avec des images. Ça n'a pas été assez discuté ces dernières semaines, mais vraiment, c'est de la révolution dans le monde des médias. Le podcast avec images. En gros, là, 24 500 000 à peu près de masse salariale sur le terrain, juste avec le 11 de départ de Toronto, contre 3,3 à peu près de masse salariale dans le 11 de départ du CF Montréal. L'envie fait toute une différence. Puis, pour la rivalité aussi, je trouve que c'était des trames narratives super. Montréal est plus ingénieux. Toronto, ça splash le cash. C'est dans le fast. C'est intéressant. Juste Choinière, il faut en parler, hein, Choinière encore. Tiens, on va tout de suite, Pat, on va tout de suite aller à cette idée-là, parce que Choinière, Sirois, les deux font bien depuis le début. Ça fait parmi de ceux dont on n'entendait pas nécessairement la discussion, du moins qu'on n'anticipait pas la discussion. L'équipe canadienne s'en vient. Qui est plus proche de l'équipe canadienne à court terme, peut-être la prochaine Gold Cup? Sirois ou Choinière? Choinière. Bonne question. Choinière, vu qu'il a été au dernier camp, mais c'est à son poste, là où il joue présentement, Mathieu, il y a Eustachio, Kone, Hutchinson, Marc-Anthony Kaye et Fraser et d'autres. Donc là, puis il joue à deux au milieu. Le Touré aussi qui vient d'arriver dans la section. Oui, donc là au milieu, c'est condensé pour lui. Avant, quand il était à gauche, à droite, je t'aurais dit peut-être qu'il peut se faufiler à devenir un deuxième joueur à un certain poste. Puis Herdman a prouvé qu'il ne changera pas. Là, il a, sur ses 26-28 gars, il en amène 18-19 réguliers. Là. Puis après ça, il apporte 2-3 noms un peu jeunes. Jonathan Sirois, ce qui est intéressant, c'est que Maxime Crépeau n'est toujours pas de retour. C'est ça. Là, c'est Dean Sinclair et Milan Duborian. Et troisième gardien de but, tu peux te permettre de rentrer quelqu'un pour voir comment il réagit dans ton groupe, sachant qu'il va probablement peut-être pas jouer au départ. Puis, c'est une position que tu n'as pas une énormité de remplaçants. Là, t'sais. Donc, au début, je t'aurais dit Mathieu Choinière parce qu'il a été dans le groupe avant la Coupe du Monde, ils l'ont vu. Mais là, par rapport à la réalité de groupe, Mathieu Choinière, je dirais Jonathan Sirois pour être celui qui se voit plus. Mais ils vont jouer la Nations League puis ils vont attaquer la Gold Cup. Fait qu'ils vont devoir... il y en a certains qui vont faire les deux, puis d'autres qui vont embarquer dans la Gold Cup. Tu dis Sirois, entre les deux, ce que je comprends, c'est que tu dis Sirois. Je dis que Sirois, pour moi, quand tu regardes le groupe, les places qui peuvent être prises ou que tu peux arriver à prendre, je pense qu'il a plus de chances que Mathieu, parce que Mathieu au milieu, c'est des cadres qui ne bougeront pas, puis ils ont même voulu garder Atiba, même s'il a 40 ans, à être là. Donc, tu te retrouves à être bon en hiérarchie. Puis Marc-Anthony Kaye, il est peut-être meilleur que lui présentement, mais au cœur de John Herdman, il est dans son équipe. Un homme de base. Partie des joueurs que j'ai un sentiment rapproché avec le joueur. Je sais ce qu'il m'a apporté dans le passé. Et je l'emmène comme remplaçant. Moi, je pense que on a tous envie de dire Choinière, puis c'est mérité. Ce serait vraiment mérité. Mais le débat, il n'a pas de sens s'il s'intègre pas dans un contexte, dans la réalité. C'est que la réalité, c'est que la concurrence au milieu est bien plus forte qu'au poste de gardien, où le troisième poste de gardien du Canada est ouvert en l'absence de Crépeau. T'as Borian, t'as Crépeau, t'as Sinclair. En l'absence de Crépeau, il y a eu Pantémis à la Coupe du Monde. Là, c'est Tom McGill, qui est un U21 de Brighton, qui a été appelé au dernier remplacement. Alors, peut-être qu'on veut le sécuriser aussi du côté du Canada, parce qu'il a représenté l'Angleterre dans les équipes de jeunes. Alors, on veut peut-être le sécuriser. Mais tout ça montre que le troisième poste, il est ouvert. Il a personne actuellement. Alors qu'il y en a beaucoup des milieux. C'est juste là où, en partant dans la réflexion, j'aurais dit Choinière parce que je veux le voir et parce qu'il le mérite, mais dans la réalité de la liste et des hommes qui sont à disposition de Herdman, j'ai l'impression qu'il y a une place plus facile à prendre à court terme pour Sirois, étrangement. C'est intéressant. Moi, je dis Choinière en ce moment, à court terme, parce que, en fait, pour tout ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que la hiérarchie et le nombre de matchs va être important aussi dans tout ça. OK. Autre chose, tiens, avant de finir, il faut parler de Toronto. Non? Insigné, Bernardeschi. Hey, c'est rendu, l'an dernier, là, on riait d'Insigné, puis à 14 millions, il faut que tu sois au bon des deux côtés du ballon, si tu me permets l'expression, mais en ce moment, celui qui, et on a fait des matchs de Toronto, Pat aussi t'en a fait, Vincent et moi on en a fait, Pat t'en a fait.
dans le langage corporel, Mais là, j'ai un drapeau rouge pour Bernardeschi, non? Non? Bernardeschi, ouais, Pas le parce docteur que du langage corporel. bah moi, si on doit faire une hiérarchie, c'est Insigne pour moi qui est bien Non, clean. mais moi, je suis Mais, d'accord avec mais, toi. mais là-dedans, gars, je me rappelle très bien, le dernier match de préparation avant le début de la saison, c'était LA Galaxy Toronto. Ouais. C'est juste un match de préparation. Mais dans ce match-là, il y avait déjà tous les ingrédients de Toronto. C'est que c'est une équipe de transition, tout passe par les ailiers et ces deux ailiers participent plus ou moins au jeu. Et franchement, ils sont désintéressés des trucs de base, du pressing, du replacement, du positionnement, ce qui est étonnant pour des Italiens si on est très cliché. Moi, je trouve, depuis l'an dernier, rappelez-vous ce match Toronto-Montréal, là, que Montréal va gagner là-bas, Insigne était atroce dans le langage corporel. Il y a même une action, le ballon est encore en jeu, il arrête, il marche. Il est là-dedans, mais il rate un tir centre en deuxième mi-temps. Et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est d'engueuler son coéquipier parce qu'il lui a pas donné à terre, il lui a fait une ballon clocher. C'est la faute de tout le monde, on dirait, sauf eux. C'est un petit peu catastrophique et c'est là où je vais inverser et faire juste le boucler la boucle. Autant je trouve que Camacho au milieu, c'est pas parfait pour moi. Autant je trouve que pour moi, c'est depuis 3-4 semaines, c'est l'élément numéro 1 à mes yeux dans le CF Montréal. C'est quand je dis que face aux Red Bulls de New York, quand j'ai vu que ça a switché, qu'il y a eu de l'engagement, la combativité, j'ai du mal avec ce mot, c'est à Camacho que je pense en premier. La veille de ce match-là, c'est lui qui va en conférence de presse, qui a de l'humilité de dire, non, c'est pas le coach, c'est nous, c'est moi, j'ai mis du temps à assimiler, mais on travaille, nanana. Je trouve qu'il a eu du leadership dans la parole et dans les actes, et que si Camacho se donne comme ça, les autres n'ont pas le choix. Fait qu'il a cette fougue, même au milieu de terrain, qui je trouve est contagieuse. Et voilà, on a un Camacho qui coûte pas grand-chose, mais qui a un leadership très sain, et un Insigne qui coûte des bras et bien plus que des bras et qui a un leadership malsain. Non, mais et puis, Pat, je te donne la parole dans quelques instants, mais ça revient au point. Le CF Montréal, dans ce match-là, peut-être pas été la meilleure équipe sur l'ensemble, ou du moins dans l'esprit sportif, mais dans l'envie, a été clairement au-dessus. À mon avis, moi, c'est ça qui fait la différence. Pat, si t'es un dirigeant torontois, d'accord? On sait que Bradley et Insigne... J'ai du mal avec ça, déjà. Ouais. Là, ça va mal. Torontois, là, ouais, c'est ça, okay, mur de la renommée il y a une semaine. Tu es en arrière, là. Non, il y a un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Moi, je suis... ouais. Vas-y. Je suis je suis le Stephen A. Smith des pauvres. Ça, c'est pas sur le mur de la renommée des génies, ça, par contre. Non, t'as raison. Non. Qui boit la tasse? Là, il y a Insigne, il y a Bradley. Est-ce que tu te ranges derrière Insigne? Est-ce que tu te ranges derrière Bradley? Ou tu dis C, réponse C, faut vous entendre d'ici la fin de la saison. C'est pas vrai que Bob Bradley, coach, et Insigne ne peuvent pas s'entendre. Le problème que je vois de Bob Bradley, c'est qu'il n'a pas trouvé la recette, sachant qu'il doit vivre avec Insigne et Bernardeschi. Puis tout à l'heure, pour ajouter, pour moi, Bernardeschi, il a ses tendances, mais il revient de temps en temps, lui. Il fait un repli défensif, tandis qu'Insigne, il abandonne. Lui, tu le vois, il gesticule. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent Marco Di Vaio, wow. Insigne, c'est catastrophique, c'est encore plus pire. Lui, c'est tous les autres. C'est jamais lui, et c'est tout le temps les autres. Mais ils sont en train de le perdre, Bernardeschi, par contre, non? Non, Bernardeschi, parce que ça allait bien avant. Tu sais, moi, là, le gars, pour que ça fonctionne, il faut que Richie Laryea performe. Et je dis pas qu'il performe pas. Quand lui, il joue bien puis il part dans son couloir, c'est lui le numéro le plus dangereux de Toronto. Parce qu'il ouvre des espaces pour Bernardeschi. Puis c'est lui qui apporte la vitesse. Parce que malheureusement, CJ Sapong, Akinola, DeAndre Kerr, ils apportent pas à l'attaque. Ils sont pas assez menaçants. Là, CJ Sapong, j'y donne parce qu'il faut que ça s'ajuste. Il vient juste d'arriver. Mais Bob, c'est tous les matchs que vous avez vu jouer. Moi, je regardais, je dis, premier 45 minutes, ça va aller pour Toronto. Deuxième, c'est le boulevard, le match ouvre. Et ils peuvent pas maintenir parce qu'ils savent pas comment ils vont défendre. Et ils ne peuvent plus conserver le ballon comme ils le faisaient dans le passé. Et que Michael, il est toujours apte à ce qu'il est bon à faire, jouer court, mais il a plus les jambes ou il a plus le répertoire pour couvrir pour tout le monde. Moi, le gars qui sont pas capables de répliquer, c'est Jonathan Osorio au milieu de terrain. Ouais. Parce que c'est le seul qui est capable de bouger constamment dynamique. Parce que Servagna, c'est bien, il passe sur le ballon, mais c'est rien de plus. Marc Anthony, désolé, mais il a régressé depuis 2-3 ans. Il est plus le même joueur qu'à LFC. Et là, ils ont été chercher des jeunes au milieu qui, eux, n'ont pas l'étoffe d'être au même niveau qu'eux. Donc, là, c'est Bob qui doit trouver la recette de est-ce qu'on va être une équipe à l'ancienne, à l'impact, de défendre bas au bloc médian, puis de contre-attaquer, puis de maintenir le bloc défensif
Parce que tu vois, le CF Montréal, à chaque fois qu'ils passaient sur les côtés là, des milieux, c'était une opportunité. Ils arrivaient sur le côté, ils faisaient un 2 contre 1, il y avait un centre, c'était quasiment une opportunité de marquer. Donc, là, pour moi, oui, c'est vrai, tu as Insigné et Maneski, mais tu es l'entraîneur et tu es le GM. Donc, les autres choix que tu as faits, tu as bien fait, Sean Johnson, c'est sûr, ça apporte en défense. Mais au milieu de terrain, tu vas devoir trouver des pièces qui sont travaillantes pour compenser de tes joueurs ultra offensifs qui ne vont pas le faire au travail défensif. Et donc, tu es obligé de défendre à 7 et attaquer à 7. Un peu comme, je ne vais pas dire Real Madrid, mais je veux dire parce que Vinicius, il vient défendre. Mais je veux dire, tu es obligé, tu es condamné à défendre à 7 puis attaquer à 3-4. Parce que Insigné, il va revenir quand ça y tente, puis Bernardeschi de temps en temps aussi. Puis ça fonctionnait au début de saison parce que tu avais juste Bernardeschi. Lui, il revient pas, tu en as 9 ou 10 autres qui se replacent. Là, tu en as 2 qui reviennent pas, puis ton attaquant souvent fait une attaque, fait que tu en as 3. Fait que tu es souvent à 7. À 7, puis en tout cas, on va voir. Mais Bob a du travail à faire de recadrer son identité, surtout, je pense, sur l'aspect défensif. Ouais. Tu sais, l'autre côté, parce qu'on va faire la pause bientôt, là, mais l'autre côté, on va parler des entraîneurs qui sont congédiés, puis sur la hot seat, la chaise chaude. Une belle allitération, ça. Chaise chaude. Toronto, ils ont Edges, Bradley, Osorio, ils ont eu une signée en partie, Petretta et Diomande blessés. C'est quand même beaucoup, une grosse part de l'effectif qui est blessé. Vincent, je t'ai vu signer? Je veux juste dire, revenir à ta question de base. Et moi, je pense que cet été, on va avoir une grosse indication. Je pense que ça va devenir soit Insigne et son clan vont renforcer leur position, parce que je pense que Toronto va pas continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Je crois qu'ils ont pas énormément de marge en termes d'argent, mais ils vont trouver des moyens. Ils vont trouver des moyens. Il y aura un coup de volant qui va être donné. Soit les Italiens parviennent. C'est un peu cliché encore, mais bon, on va dire ça comme ça. Enfin, cliché, je veux dire caricatural. Soit ils vont renforcer leur position pour essayer d'améliorer le club en faisant venir quelques connaissances. Soit, parce que ça a été évoqué aussi, Insigne peut repartir. Il y avait une rumeur qu'il envoyait à Galatasaray. Ça peut être Galatasaray, ça peut être ailleurs. Si lui, ça fait pas son affaire et qu'il décide de s'en aller, là, pour le coup, je pense que c'est plus Bradley qui renforce sa position. Mais Toronto, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose et on avait beau rire de Montréal il y a quelques semaines. Montréal est l'équipe qui a le plus de victoires en MLS. Toronto, on n'a que 2. Et Vancouver, on a juste 3. Alors, ça va mieux pour eux, pour Vancouver. On les félicite, mais ils ont juste 3. Donc, ça peut changer rapidement aussi. C'est ça que. Et oublions pas, le clan est signé depuis l'année dernière. C'est pas l'amour fou entre l'entraîneur et puis le clan. Du moins, surtout du côté. Soit l'un, soit l'autre. Tu sais, puis pour rajouter à tout ça, Bob Bradley, au début de l'année, a dit « Je vais aller chercher des gens qui connaissent la MLS, qui ont le goût de jouer, qui ont le goût de s'entraîner, des leaders dans le vestiaire. » Il est allé chercher Edges, Johnson aussi. Il a voulu avoir un contrepoids aussi, j'ai l'impression, dans le vestiaire, avec des gars qui ont du métier. Ouais, mais en défense, ça va. Je te dis, moi, là, ce que je vois, c'est que tu sais que tu as les joueurs offensifs que tu as. Les milieux de terrain qu'il a, il a besoin d'avoir des chevaux. Tu as raison, mais ce que je dis, c'est que... répliqué 2-3 fois. Ouais. Qu'on l'aime pas ou qu'on l'aime pas, il travaille. Et c'est ça qui fait qu'ils sont pas capables de survivre. Parce quand dans ton recrutement, tu es obligé d'aller chercher des personnalités pour contrebalancer d'autres personnalités à ce point-là. Mais non, mais moi, je pense que ça, c'est... Bon, ben ça, c'est pas nécessaire. T'as raison, mais moi, je pense juste que ça trahit plus Bradley. Tu sais, Bradley, on pourrait faire une comparaison avec Arena. J'ai l'impression que pour eux, recruter, c'est recruter un certain type de gars. Je pense il n'est pas obligé d'aller prendre Diomande. Il n'est pas obligé de dépenser autant pour ce genre de poste. Mais il y a une sorte de zone de confort même dans leur réflexion par rapport au recrutement. Alors moi, je le trouve trop dépensier. Il n'a pas besoin de dépenser autant pour certains des joueurs qu'il est allé chercher. Mais c'est ça qu'ils font. Puis ils ont le pouvoir et ils ont l'aura pour convaincre les dirigeants de le faire. Mais au final, il va mourir à cause de ça. Pour ajouter qu'à LAFC, ben, c'est parce qu'il avait Torrington qui a emmené les Atuesta, les Blessings. Puis c'était pas son job. Son job, c'était de coacher. Là, il fait le GM et le coach. Et là, peut-être qu'il a besoin d'aide pour quelqu'un qui lui apporte des pièces qu'il a besoin, et jeune et qui coûtent moins cher parce qu'ils ont trop d'argent à dépenser. Ils ont beaucoup d'argent dépensé. Bon, voilà, ça va nous mener tout ça à la prochaine section de 11 Montréal. On va faire une courte pause. Au retour, on va parler des entraîneurs, on va parler de la MLS en général aussi. C'est la première semaine des rivalités aussi dans le circuit Garber. On y revient. OK, on est de retour sur 11 Montréal. On est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Il faut nous chercher par moment.
On est aussi disponible sur YouTube, alors abonnez-vous à notre chaîne naturellement, ça c'est la plug à faire. Il y a des commentaires, une section commentaires sur YouTube. Rapidement, sur la semaine dernière, on a eu pas mal de commentaires, c'était le fun. Quelqu'un n'a pas aimé ma casquette des Yankees. Fan des Mets, Tu l'as plus aujourd'hui. ou des Red Sox. I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. Ouais. N'empêche, il a du pouvoir, tu l'as plus aujourd'hui. Exactement. Non, mais ça va. C'est ma style. Comment voulez-vous que Fred s'habille la semaine prochaine? Mettez-nous en commentaire. C'est bien parce que j'ai un gros problème de garde-robe en ce moment. Vincent a raison, ça c'est un commentaire. C'est juste ça? Qu'on entend toujours. Le Super Shield, c'est pas un vrai trophée. T'as parlé de ça la semaine dernière. C'est vrai qu'avec un calendrier débalancé, ça rend le Super Shield un peu difficile, le trophée du championnat. Puis, à force de croissance, la MLS devra considérer le système de relégation. Ça, c'est par rapport notamment aux expansions dont on parlait. Bon courage pour convaincre les propriétaires. Exactement. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer? Ça n'arrivera pas. Joe Saputo, c'est lui que je pense qui avait dit ça n'arrivera pas dans ma durée de vie, in my lifetime. Ça n'arrivera pas dans les 20 prochaines années. Il y a de la valeur qui est créée en ayant une ligue fermée aussi. Ça crée beaucoup de valeur et dans un contexte où tu cherches des gens pour investir dans cette ligue-là, tu ne feras pas perdre de valeur à tes équipes, à l'ensemble de tes choses que tu vends ou du moins que tu offres en quelque sorte. On aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que c'est assez clair de ce niveau-là. OK, deux entraîneurs de A, Gerhard Struber et Ezra Henriksson. Je ne sais pas où je veux... vers où je veux orienter la discussion. D'abord, tiens, on a fait un tableau notamment pour Gerhard Struber. Il est un peu, j'allais dire, un peu victime. Mais des deux, c'est celui qui a la meilleure main, ou du moins qui a le plus d'arguments pour dire qu'il méritait peut-être pas ce congédiement, voyons, de se faire sacrer de voir. Ouais, mais... 15e en ce moment, par contre, les Red Bulls. Moi, à chaque fois que je les vois jouer, je les trouve pas si mal que ça. 7e pour 7 buts pour seulement, ça c'est mauvais. 11 buts encaissés, c'est pas mal. Mais au niveau des... et c'est pour ça que j'ai inscrit dans le tableau la vie rêvée, au niveau des buts projetés. Écoute, ils ont 14,7 buts projetés pour 7 buts réels marqués. Hein. C'est le double qu'ils auraient dû marquer techniquement. Ça les place 5e dans l'Est. C'est la meilleure défense pour les buts accordés dans la Ligue. Meilleure défense et le meilleur différentiel aussi. Il y a beaucoup de blessés. Luquinhas, Lewis Morgan, Dante Van Zier. Il y a Tom Barlow devant. Gerhard Struber, mis à part ce qui est arrivé avec Dante Van Zier, là, qui mérite amplement de s'inscrire dans son congédiement. Gerhard Struber, c'est peut-être lui qui le méritait le moins entre lui et Henriksson. C'est ça mon point. Tu sais, Gerhard Struber, la particularité, c'est que là, les échos, c'est qu'il allait partir cet été. C'était clair. Puis que lui, on lui a dit qu'il venait là pour aller à Salzbourg. Donc, là, si tu sais déjà qu'il va partir, ça va moins bien. Puis tu as déjà le remplaçant plus ou moins en place. Présentement, peut-être que c'était le moment. Là, il y en a qui disent aussi, bon, il y a le facteur d'adaptation, la famille, puis tout. Mais ce que moi, je trouve dommage, c'est que les Red Bulls, ils sont vraiment passés de Thierry Henry, Sacha Kljestan, Dax McCarty, Philippe, à un peu irrelevant. Un peu, c'est genre, ben oui, ils ont leur factory, là, ils ont leur système, mais c'est plus une équipe de premier plan là, dans l'association Est ou dans la Ligue. Et là, c'est juste comme on dirait un endroit où que les coachs viennent pour avoir une autre opportunité. Tu sais, de pour Jesse repartir dans le système Red Bulls. Ouais, c'est comme si tu es un tremplin pour aller ailleurs. Et donc, tu deviens un club un peu tremplin, transitoire. Et lui, il part parce que je pense qu'ils avaient déjà un plan qu'il s'en allait ailleurs cet été et que là, ça va moins bien. Puis l'intérim était peut-être le remplaçant, puis que la situation donne, on va faire le changement tout de suite, tant qu'à attendre au mois de juin, juillet, qui semblait être dans les cartes. Vincent, tu veux-tu parler de Frank Lopez? Parce que Pat ne peut pas en parler, d'accord? Contractuellement, il ne peut plus parler de Frank Lopez. Si ça t'embête pas, je vais juste dire un mot parce que moi j'ai détesté la façon dont Struber est parti justement. Dans ses commentaires quand il part en disant grosso modo j'aurais même plus dû être là parce que je leur ai fait savoir il y a quelques mois que c'était difficile pour moi avec ma famille puis que je voulais rentrer, que mon objectif c'était d'aller en Europe. Mais pourquoi t'es là?
Pourquoi t'es là? Finalement, c'est même pas sa faute. C'est la faute des dirigeants qui l'ont maintenu, qui l'ont menotté pour rester ici contre son gré. Là, allez, sérieusement. Moi, je pense que là-dedans, l'histoire, t'as dit, mis à part l'histoire de Dante Van Zier, je pense que ça joue un grand rôle. Ouais, mais Ils ont pris l'excuse qui est valable en soi. C'est vrai que t'as un club qui s'est qualifié combien, 13, 14 années d'affilée pour les séries éliminatoires. Struber l'a fait 2 ans de suite. Et là, la tendance, elle est pas bonne. On prend l'excuse de donner un coup de volant parce que sportivement, ça va pas du tout. Puis c'est lui qui choisit en partie ses joueurs. Donc, il a peut-être fait des mauvais choix. Mais on prend ça comme excuse parce que même les partisans ne veulent plus de lui, ne veulent absolument plus de lui. Donc on fait d'une pierre deux coups, bye bye. Mais je trouvais ça, écoute, la façon dont il est parti, j'ai pas aimé. Mais et je trouve que en termes d'institution, ça envoie un message mais pourri. Alors, vraiment non, et on l'a maintenu, il voulait même pas être là. Sérieux. En tout cas. Mais Vous savez à ce que Hendrickson, Pat disait, la façon dont on a l'impression que les Red Bulls sont gérés dernièrement. ouais, je suis On est en d'accord. train de perdre, parce que à l'époque, c'était innovateur, c'était intéressant. On sacrait les Kleshtan est parti, Dax McCarthy est parti, mais on se disait, il faut jouer avec les jeunes, c'est un style de pression. Là, on est entre deux chaises, clairement. Et, Ouais, mais à la limite, tu vois, je trouve que pour Jesse Marsh, ça faisait du sens, puis c'était peut-être pas le plan à la base. Tu peux définir un projet, si ça va bien, tu t'en vas là-bas, mais ça voulait dire quelque chose d'être ici. Puis tu avais une ambition vers l'avant. Là, comme dit Pat, j'ai l'impression que les entraîneurs qui arrivent, ils font un pas de côté pour peut-être aller un tout petit peu plus haut. C'est pas la même façon de voir les choses. Mais pour Hendrickson, c'est intéressant, j'ai vu un tweet de Taylor Twellman qui disait quelque chose comme si vous pensez que c'est la faute de l'entraîneur, c'est que vous n'avez pas porté attention. Regardez la production, grosso modo, des joueurs désignés. Et c'est drôle, mais je suis pas du tout d'accord. Parce que l'an dernier, on avait déjà cette discussion. On regardait Chicago jouer, notamment après les matchs du CF Montréal. Ils savent pas comment jouer. Ils savent pas quoi faire sur le terrain. Concrètement, il y avait le CF Montréal de Wilfried Nancy, c'était clair comme de l'eau de roche. Et là, tu avais des joueurs qui étaient mis sur le terrain. Puis débrouillez-vous. Vas-y, Shaqiri, vas-y, fais-moi l'acrobate. En 2022, Chicago, c'est la pire équipe qu'on ait vu jouer. De loin, la pire équipe. Exactement. Alors, on peut dire, oui, les joueurs désignés n'ont pas produit. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement penser que s'ils sont mieux entraînés, guidés, ils peuvent produire davantage? Là aussi, il faut porter attention. Moi, j'ai porté attention à ce que j'ai vu sur le terrain. Et malheureusement, pour Ezra Hendrickson, je trouve que son équipe ne s'en allait nulle part. J'étais déjà surpris qu'il continue en 2023. La tendance continue à être mauvaise en 2023. C'était un peu la seule décision à prendre. Ouais. Mais dans ce que Twellman dit aussi, assurément, Shaqiri, ça en a un autre. Hein. Shaqiri, qu'on chuchote, que c'est le insigné de Chicago dans son engagement aussi. Ça, c'est un. Puis, beaucoup de gens du milieu, et ça, c'est de la rumeur, c'est de la médisance. Mais quand même, il faut le dire parce que c'est une trame narrative qui, dans le milieu, est forte. C'est Heitz, pas Georges. Bref, le directeur sportif. Heitz, du moins, le directeur sportif qui porte beaucoup de la faute aussi, qui aurait l'oreille du propriétaire, mais qui bientôt le propriétaire devrait se rendre compte que le directeur sportif n'est pas performant en ce moment. Chicago, OK, on peut, c'est sûr, il faut blâmer Ezra Hendrickson de ne pas avoir soutiré le maximum de son groupe. Mais le projet sportif, là, depuis quelques années, là, c'est n'importe quoi, là. La seule bonne chose qu'ils ont eue, c'est quand Schweinsteiger est venu. Puis que ça a duré une saison. Mais ils ont pas de... Là, maintenant, on veut accentuer sur les jeunes. Là, on a décidé, bon, OK, on va essayer de donner la chance à des jeunes puis à faire monter. On a nos joueurs désignés, mais on veut faire monter des jeunes. Ou du moins, on va aller chercher des joueurs un peu plus jeunes. Donc, le projet sportif, la stratégie, c'est pas clair. Puis là, on se repose sur un homme de l'intérieur qui a été au club, Frank Lopez, de remonter, peut-être en étant assistant coach. Il est là, il connaît les valeurs du club. Mais on a le sentiment que Klopas est là parce qu'il tient la chaise au chaud, non? Ouais. Il est là, même aussi, à la limite. Puis même j'étais un partisan. Oui, non. On n'a pas moi, je 2023, on va voir, puis on attaquera 2024. Oui, moi, je peux vous dire, sportif. Connaissant Frank, je peux vous dire, c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement voulu être dans la chaise de l'entraîneur. C'est quelqu'un qui a toujours voulu plus dans la direction, de mettre une équipe en place. Puis quand il a été ramené, c'est parce que c'est un gars du club, qui connaît bien la MLS et d'accompagner les gens qui vont arriver là à comprendre la structure du club, mais pas nécessairement vouloir être les coachs. Mais après ça, les choses changent. Hein. Il peut aller, puis connaître une superbe saison, puis se sentir positif. Et puis après ça, prendre la chaise. Mais je crois qu'eux autres, c'est comme, bon, ça nous donne le temps d'aller voir
des candidats et de voir qu'est-ce qu'on veut pour notre projet et qui il remplit. Un peu comme tu vois, San Jose, ils ont été capables d'avoir Luchi Gonzalez, puis là, tout d'un coup, San Jose s'est relancé. Comme dirait Wayne's World, and monkeys might fly out of my butt aussi, probablement. En même temps, il pourrait connaître une bonne saison. Sartini a réussi. Fait que Sartini a fait exactement. Mais bon, les chances que ça arrive sont pas grandes, mais on sait jamais. Je veux juste dire que Chicago a depuis le projet sportif s'en va nulle part, mais le projet il a changé, le propriétaire a changé, le directeur sportif a changé, l'entraîneur a changé. C'est ça qui me et même l'institution a changé parce qu'il y a eu un rebranding beaucoup plus poussé là-bas, parce qu'on est revenu, on a quitté Bridgeview pour revenir en ville. Il y avait une vision de réintégrer Chicago. On repart au Soldier Field, on change le logo, on change le propriétaire. Il n'y arrive jamais. Il y a vraiment des questions. C'est un géant qui dort, Chicago, un géant de la MLS. Ça devrait être l'un des clubs phares. Et ça fait maintenant 10, 11 ans qu'ils font n'importe quoi. Tu l'as dit, une saison sur ces 10, 11 ans où ils ont fait les séries. C'est 2017, je crois, avec Schweinsteiger. Et encore, ils perdent 4-0 au premier match à domicile contre les Red Bulls de New York. Fait que c'est vraiment une triste histoire. Hey, juste un mot, parce que le point suivant que je m'étais mis à l'ordre du jour, c'est de parler de quel entraîneur est le prochain à être congédié. Moi, j'ai ça un peu faire ça dans c'est un classique du commentaire sportif. C'est qui l'entraîneur qui va perdre sa job au prochain? Puis ça fait partie aussi de la trame narrative de l'ensemble des sports professionnels. Mais moi, je préfère... En fait, on va le faire en deux temps, parce qu'on va le faire ça quand même. On va pas se priver de ce classique-là. Mais Pat, il y a de plus en plus d'études qui disent justement, quand tu as choisi la bonne personne, donne-lui des outils pour continuer. Dans les moments de tempête aussi, ne le sac pas à l'eau, ça c'est une solution facile. Donne-lui des outils pour s'améliorer, donne-lui des façons, un support justement pour passer à travers tout ça et devenir un peu plus grand aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent que dans le soccer, la prochaine révolution, c'est d'augmenter le nombre d'entraîneurs. En NBA, je pense qu'il y a plus d'entraîneurs sur le banc qu'il y a de joueurs. En NFL, il y a un entraîneur un entraîneur des entraîneurs, il y a un entraîneur du Waterboy, il y a un entraîneur, ils sont 40 000 sur le côté. À quel point tu penses que ce serait intéressant qu'un effectif, tu as été dans un effectif d'entraîneur, qu'on augmente le personnel? Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Si tu regardes la majorité des équipes, là, regarde même CF Montréal. Avant, il y avait 4-5 personnes. Là, ils sont comme 10 ou 12. Donc, maintenant, de plus en plus, staff, tu as coach des attaquants, coach des défenseurs, coach des milieux de terrain. Le coach, il est vraiment comme en Angleterre, manager. C'est un gestionnaire. Lui, il délègue. Et il a souvent un coach qui prépare ça, c'est un peu ce qui se fait partout maintenant. Puis tu le vois là en MLS, la tendance, elle est déjà suivie. Il y en a peut-être qui sont encore un peu en arrière parce que peut-être ils ont du succès et ils n'ont pas besoin d'en changer. Mais je prends Seattle. Et Seattle, ils ont quelques coachs principaux, mais après ça, ils sont très connectés par rapport à leur structure, leur recrutement, le data analysis. Tout le monde sait que c'est par ça que tu dois passer. Donc, dans la MLS, ils sont déjà dans cette vague, là, si on peut dire, d'avoir plus de staff, plus pointilleux et même, oui, coach mental, à rapprocher des joueurs pour s'assurer que tout le monde est bien. Puis John Herdman, pendant l'équipe nationale canadienne, ici, il y a comme 24 joueurs, mais il y a comme 23 membres de staff. Donc, là, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain? C'est intéressant. Merci, Pat. Là-dessus, peut-être vos choix rapidement. C'est qui le prochain sur la sellette? L'entraîneur, si vous aviez à parier, qui pourrait perdre son emploi cette année? Présentement, je dirais à Portland, Joe Savaris. Ah ouais, même s'il a signé, hein. Mais il oui, était, l'an passé, son siège était... Il y avait déjà même, on a l'impression, son 4% était déjà fait. Vincent, Bradley? Ben, Phil Neville? Pas à court terme. Je pense que Phil Neville, il a comment dire, on donne la chance au coureur parce qu'il y a quand même 2 ans de sanctions pour Miami. Puis il s'est pas battu avec un effectif du feu de Dieu. Il a quand même bien fait l'an dernier. Je suis pas sûr. Moi, je t'avoue que j'ai du mal à répondre à ta question parce que les deux vers lesquels je serais allé, c'est deux qui je pense pas vont être mis à la porte pour différentes raisons. Il y a Peter Vermes. C'est tellement une institution à quel point il est vraiment proche de prendre la porte, je pense pas. Mais tu sais, ils ont gagné à Seattle, il s'est acheté un petit peu de temps, mais ils ont perdu en US Open Cup cette semaine. Bref. Et l'autre, la situation est très complexe, mais d'habitude c'est un club qui donnerait pas énormément de temps, c'est Greg Vanney.
ça va pas du tout bien pour le Galaxy de LA. L'affaire, c'est que au-dessus de lui, ça va pas bien du tout non plus. C'est le président Chris Klein. À quel point tu changes d'entraîneur avant que peut-être tu rechanges d'entraîneur si un autre dirigeant arrive d'ici quelques mois, je sais pas. Mais ça va pas bien du côté du Galaxy et d'habitude, ils niaisent pas trop là-bas. Donc, je regarderai du côté de la Californie. Ouais, moi, mais en même temps, Greg Vanney, puis je l'ai sur ma liste, mais je trouve que c'est une meilleure. Galaxy sont derniers présentement dans l'Ouest, mais j'insiste, moi j'y crois peut-être parce qu'à cause de Ricky Pouge aussi puis Brugman qui change la donne, mais c'est une meilleure équipe que ce que c'est présentement et c'est assurément une équipe des séries éliminatoires à mon avis, au test de l'œil en tout cas. Peut-être que je leur donne trop le bénéfice du doute. Moi puis je pense que Vincent, tu ne seras pas d'accord parce que ça fait plusieurs fois que je reviens, tu vas me dire je suis tannant avec ça, mais Gonzalo Pineda. Je regardais, Plusieurs ils ont fois. 5 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls. Ils ont gagné San Jose en début d'année, mais ils ont gagné contre Charlotte, Portland, les Red Bulls et Chicago. C'est Ils pas sont des quatrième. gros. Ouais, mais c'est pas des grosses victoires. Est-ce que. Mais non, c'est ça. Mon point, c'est qu'ils sont quatrième. Mais est-ce que quand on va arriver écoute, ils se sont fait exploser par Columbus, Nashville, ça a été typique, assez simple, puisqu'on anticipait. Puis c'est Miami qui les a battus la semaine dernière. Je me rappelle pas qu'on ait déjà eu cette conversation sur Pineda, Non, par contre. parce que Mais Pineda, je suis pas Ouais. certain. Moi, Je moi, je regarde dirais les matchs, puis que je trouve que je vois pas beaucoup d'idées dans une équipe qui est supposée être chatoyante, qui est supposée avoir des méga talents. Je vois pas quelque chose qui m'enthousiasme, contrairement au elle LA est bien Galaxy, organisée. justement, où je vois quelque chose de plus. Écoute, ben, je c'est suis parce pas que Pep les Guardiola, mais bon. Galaxies, justement, tu vois quelque chose de plus, mais ils sont derniers. Fait que la situation dit, hey, on est supposé de faire mieux qu'on est vraiment. Ouais. Donc, quelle est la raison? Atlanta, ben, ils sont quatrième. Qu'ils ne jouent pas aussi bien, les résultats disent que ça va puis que ça pourrait être mieux. Fait qu'imagine, Ouais, on mais est ça ne dérange quatrième, pas les ça pourrait être résultats, je mieux. t'ai dit. Charlotte, Red Bulls, Portland, Chicago, là, c'est le bas fond de la ligue, là. C'est 4 victoires contre des pas bons, en gros. Attends, si t'es directeur sportif et que tu vas voir ton entraîneur en disant t'es quatrième mais t'as gagné contre des pas bons, je te vire, je m'excuse, mais des fois on dit qu'à Montréal, Pas là, mais. sérieusement, Non, Et mais oublie les pas, directeurs sportifs quand qui ils te vont virent. perdre contre Philly, quand ils vont perdre contre le match contre Nouvelle-Angleterre et Columbus, Cincinnati, non? Ouais, ouais, mais mais là, le tu match contre pas contre Columbus, ton n'oublie pas, entraîneur. c'est une défaite crève-cœur. Ben, c'est une défaite, il prend 6-1, mais c'est l'équipe B. Donc, Ouais, mais Columbus, attends, Columbus avait l'équipe B aussi. Enlève oui, Zelarayan, mais Gucci Hernandez, puis Degenek, c'est l'optique, pire que Giacomakis, Almada, puis dans Robinson. l'optique, c'est qu'ils vont, tu peux la mettre de côté, cette défaite-là, parce que tu dis, bon, c'est notre équipe B contre leur équipe B, là, même s'ils ont pris une raclée. Ouais, mais dans l'ajustement, il n'y a Ben, pas un ajustement, ils sont fait rouler dessus par à un la fin, projet versus j'ai rien, moi. rarement vu, les seules places, j'ai vu des coachs qui sont mis dehors parce que tu es dans les meilleures positions, c'est le Real Ouais, Madrid ou c'est Barcelone. ouais. Parce que là, tu peux être en première place, mais ils sont pas contents parce que tu joues pas bien. Ça, c'est le seul club que j'ai connu. Mais là, Atlanta, Pineda, je ne Ouais, mais vois pas. À moins Atlanta, qu'il y ait c'est une le Real dégringolade Madrid. de résultats. Atlanta, c'est Mais le Real Madrid de la MLS. Puis moi, j'insiste, peut-être que mais c'est pas anecdotique le 6-1 contre Columbus, à mon avis. non, Parce mais que j'ai d'accord, mais entendu Danny de Philadelphie a dit la même chose que toi. Il a dit en même temps, c'est pas grave, on le met de côté. Puis ça Ouais, c'est arrive, pas hein. Tout le grave. monde a eu des grosses défaites. Nouvelle-Angleterre a eu des grosses défaites cette année. Cincinnati aussi. Atlanta aussi. Mais c'est pas anecdotique, à mon mais avis, je, le 6-1. moi, je trouve déjà de base, je suis pas du tout d'accord avec l'analyse. Atlanta, si tu les mets en rapport avec Galaxy, on a un gros souci, honnêtement. Enfin, je trouve que c'est une équipe qui est super bien organisée. Atlanta, beaucoup mieux que le Galaxy. Et ce qu'ils pourraient faire mieux, peut-être, ils sont quatrième dans ce qui est encore le premier tiers de la saison. Attendez, là, attendez. Mais bon, moi, je trouve que peu importe le 6-1, pas 6-1, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as un entraîneur qui a une bonne structure? Est-ce qu'il a mis les joueurs dans les bonnes chaises? Est-ce que les joueurs sont contents? Moi, je vois des oui sur tout ça. Et ce qui pourrait être un petit peu mieux, c'est là, tu as commencé en disant si tu as fait ton bon choix, est-ce que tu laisses pas du temps et tu donnes pas des outils à ton entraîneur? Le Mhm. congédie pas à cause d'un 6-1. Enfin, laisse-le travailler, on verra. Ça reste une jeune équipe aussi avec des jeunes joueurs. Moi, perso, Atlanta, c'est pas mon équipe préférée, mais je trouve qu'ils travaillent pas si mal. OK. Non, mais c'est parce qu'on part pas sur un même présupposé. J'ai l'impression qu'ils sous-produisent aussi, qu'ils travaillent pas bien. C'est mon impression de l'extérieur. Puis Pas d'accord. le 6-1, peut-être que je m'en sers trop, c'est ça que je dis, mais j'ai eu le sentiment qu'il a été out-coaché
puis que c'est pas nécessairement anecdotique dans son parcours. OK, hey, semaine des rivalités en MLS. Écoute, je vais cracher dans la soupe, mais c'était un peu forcé cette semaine des rivalités-là aussi, parce qu'il y en a 5. Cette semaine, c'est pas tous les matchs qui sont des rivalités. J'aimerais ça c'est un problème de programmation, hein. J'aimerais ça pouvoir en regarder. Moi, je vais travailler CF Montréal-Toronto. Il y en a, techniquement, je pourrais en regarder une autre, hein, parce qu'il y a Saint-Louis-Chicago qui va être à 1 heure. Quand on fait, moi, c'est ma critique par rapport à la semaine des rivalités, quand on fait ça, tant qu'à le faire, assurez-vous que les amateurs de foot de la MLS, dont je suis, dans n'importe quel marché, puissent au moins en avoir 2 ou 3. T'sais. Bon, vous allez me dire, il y en a un dimanche aussi avec Galaxy puis San Jose, donc je peux en avoir 3. J'aurais aimé ça que ça soit un peu plus aéré, cette rivalité-là. Ça, c'est un. Laquelle vous intéresse, parce qu'on a un tableau, là, les 5, samedi, c'est le Red Bulls, NYCFC, Chicago, Saint-Louis, Atlanta, Charlotte, FC Dallas, Austin et naturellement Montréal, Toronto. Mis à part Montréal, Toronto, dont on a parlé, Pat, il y en a une qui t'intéresse plus que d'autres? J'aime bien toujours New York, là. C'est surtout parce que la réalité de New York Red Bulls, changement d'entraîneur. Donc, c'est un match que peut-être le nouvel entraîneur peut utiliser émotivement à attaquer la troupe, dire, voilà, allons battre nos rivaux. New York City, c'est que j'aime bien ce qu'ils font New York City. On n'en parle pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas une grande énormité de vedettes, là, mais ils sont arrivés à maintenir, à être bons en étant plus jeunes, puis en perdant des gros morceaux comme Sean Johnson, Maxime Morales et compagnie. Donc, moi, j'aime bien cette rivalité-là entre les deux équipes de New York et voir... et puis, en plus, c'est jeunes, parce que là, New York City, c'est rajeuni, si on peut dire. Et Red Bulls, c'est normalement une équipe basée sur de la jeunesse. C'est les 2 plus jeunes équipes de la Ligue, si on pondère pour les minutes de jouer, les Red Bulls puis NYCFC. Attention à NYCFC, tu sais, souvent, là, ce qui a fait école, c'est Seattle. Quand on est allé chercher l'Odero, c'est une équipe qui était pas nécessairement très bonne puis qui a explosé puis qui est allée vers le titre. New York, secrètement, ils ont encore beaucoup de talent, ils ont une ossature meilleure qu'on pense, ils sont jeunes. Si tu rajoutes 1 ou 2 éléments, si tu rajoutes un Nico Lodero cet été, attention à New York. C'est ce qui va arriver. Ouais. Ben ouais, c'est clair. C'est clair qu'ils vont aller chercher un attaquant. Ils ont les moyens, c'est qu'ils sont stratégiques de le faire. Écoute, ils ont quand même été chercher Thalès Magno pour comme 7 millions, 8 millions. Donc, c'est une équipe qui est capable de le faire et le fait si nécessaire. Oui, il y a une rivalité. Moi, c'est pas un concept que j'aime beaucoup. Je t'avoue, la semaine de la rivalité, des rivalités. Mais il y en a une qui a pas lieu cette semaine, mais qui m'intéresse en tout cas cette année particulièrement. C'est Hell is Real, Cincinnati-Columbus, parce que bon, c'est derby de l'Ohio, puis c'est 2 équipes qui sont amenées à jouer des premiers rôles. Puis les premiers matchs ont été quand même très en MLS en tout cas, ont été très satisfaisants du point de vue de l'ambiance et des scénarios. Fait que c'en est une que je vais surveiller cette année, vraiment. Ah, une bonne suggestion. OK. Pat, en fin de semaine, tu t'en vas à Portland? Oui. Es-tu hipster? As-tu des piercings? T'es-tu préparé? Non, moi je vais là parce que c'est pas loin de la ville Nike, puis il y a Adidas aussi, donc et il y a certains anciens de l'académie qui seront là, que je pourrais aller croiser un peu. C'est vrai. Puis Vancouver, puis en plus, il y en a qui sont à Vancouver, qui sont des anciens du CF. Mais ça va être bien parce que j'aime Vancouver, j'aime ce qu'ils proposent cette saison dans le jeu. Ça a été intéressant comme équipe, comparativement à ce qu'ils ont été les dernières années. Donc, je veux les voir sur place, ça va être intéressant. Hey, j'ai appris cette semaine que Vinny Sartini parlait japonais. Ouais. Tu savais? Juste parce qu'il s'embêtait. En fait, c'est ça. Il a tellement de temps en dehors du foot, lui, c'est un intellectuel. Et qu'il a tellement de temps en dehors du foot, il veut l'occuper de manière intelligente, tout simplement. Fait qu'il a décidé qu'il allait apprendre le japonais. Mais il en parle 6, je crois, des langues. Ah ouais? C'est assez impressionnant, ce gars. Oh, ben oui. Je pense qu'on doit, puis je dois un peu m'excuser parce qu'on a le sentiment que c'était seulement un cheerleader, puis on se disait, il va faire que passer, mais à chaque fois qu'on lui parle ou qu'on entend une entrevue de lui, c'est probablement s'il y avait si la mascotte de Dos Equis devait être remplacée par un entraîneur de MLS, ça serait probablement Vinny Sartini, peut-être. Non? Et pensez qu'il boit de la Dos Equis ici? Alors attends, je suis sûr qu'on peut trouver mieux que... Si on était dans une radio commerciale, tout le monde se Je trouve déjà que Greg Vanney a plus latitude. Il a plus latitude, Greg Vanney, par exemple.
Ouais. Ouais. Puis il faudrait voir c'est qui le plus Vanny, bel c'est plus entraîneur de la pas, MLS. c'est pas Ted Lasso, c'est son préposé à l'équipement qui est parti. C'est lui. C'est ça. Ça, c'est Busby, ils ont penché à lui, man. Les gars Ok. étaient lourds puis tout, là. Je pense qu'on est rendu au bout. Ouais, d'ailleurs, ça, je vais me faire corporate. Écoutez-vous Ted Lasso, parce que j'arrête pas de Oui. voir ces médias sociaux que Ted Lasso, troisième saison, c'est en perdition totale. Euh, je veux être positif comme Ted Lasso, mais en même temps, fuck off. Fuck off tout le monde qui dit ça. C'est vrai. J'ai pas Euh, fini, là. C'est une bonne saison. il y a toujours L'épisode des à saisons Amsterdam qui est super sont. bon, non? Il y a toujours des Épisode, saisons qui ça sont va. pas top, là. C'est parce qu'on est tellement été habitué à ce qui s'est passé, le crescendo. Maintenant, ils essaient de développer d'autres trucs, rendre Ted Lasso un peu plus Ah, d'accord. euh, différent. Donc, moi, Non, mais j'apprécie, c'est sûr. elle est C'est pas moins comme bonne. les deux premières, mais Elle est moins bonne. Elle est Elle moins est bonne. bonne, pareil. C'est la troisième saison, puis c'est correct que ce soit la dernière, mais tous ceux qui disent qu'elle est mauvaise ou qu'elle a Jump Shark ou quoi, whatever, je les joue. Vous êtes pas gentils. J'essaie d'être, parce que je voulais leur dire d'aller chier, mais j'essaie Mais d'être Ted toi, tu Lasso, congédies tellement. des entraîneurs qui sont quatrième, troisième égalité. Tu dis tout le monde d'aller chier quand il n'y a pas Ted Lasso. Ça va bien chez les Lords en ce moment. à l'antithèse des idées. Donc, Non, Hey, mais non, au contraire, je suis entier. C'est c'est ma grande qualité. Je l'ai pas congédié, je dis qu'il pourrait être congédié plus tard. Ah, les gars. sérieux, tu mets dans l'eau chaude qu'il est quatrième dans son couple. Non, mais vous allez voir, on en reparlera dans quelques. Puis Freddy avait Ouais, raison. parce que, tu sais, On n'a s'il pas tombe parlé à d'Oscar 4 défaites, Pareja. On n'a pas s'il parlé tombe à d'Oscar 4 Pareja défaites de parce que la suite, semaine c'est sûr. dernière. S'il tombe à 4 défaites, c'est sûr. Mais bon, là. La semaine dernière, avez-vous vu dans le jeu d'Orlando à passer à Montréal quelque chose qui vous disait que cette équipe-là était bien menée? Je suis pas certain. Je pense que ma C'est ça. théorie Orlando? mais par non, rapport mais à ce que. là, on va tomber. Pat, je te dis un truc. C'est dans un an et 6 mois, où quand Parreira va partir, il va dire, je vous l'avais dit. Dans 2 ans et 10 mois, quand Pineda, il va faire, je te jure. OK, Mais OK. on dit, Ouais, mais Oscar oui, ils vont tous Pereira, partir à un moment donné. On est Oscar c'est ça, Pereira, on est là, au mois de mai. Donne-moi jusqu'au mois de juillet pour non, mais Pineda, puis je ferai Oscar ma acte de Pereira, contrition si Atlanta est encore dans le top 4 au mois de juillet, OK, à la mi-juillet, il y a assez de matchs, là, quand même, ouais. À la ouais. mi-juillet, je ferai mon acte de contrition. C'est pas toi qui les as mis premiers sous Pineda l'an dernier dans ta prédiction? Il y a 2 ans, ouais, mais c'est pour ça, souvent, Non, quand non, les gens l'an me dernier. déçoivent, l'an passé, oui, l'an passé, quand les gens me C'est pas- déçoivent, C'est ça la vraie histoire. C'est ça la vraie histoire. Ils t'ont déçu. exactement, Ton petit cœur souffre. Ta exactement. prédiction était pas bonne. Puis, tu sais, pour Oscar Pereira, là, tu sais, c'est un bon coach. C'est juste que je pense que souvent, on essaie de croire qu'il est un tacticien. Et c'est pas ça, sa force. Sa force, c'est de mettre les bons éléments, un peu à la Bruce Arena, aux bonnes places, puis d'avoir des produits. Ouais. Parce qu'oublions pas, à FC Dallas, il y avait Mauro Diaz, il y avait Castillo, il y avait du costaud là à l'avant, puis il a été capable d'aller chercher le maximum puis de gagner à Dallas. Maintenant, à Orlando, il n'a pas ce type de joueur-là, mais il arrive à les mettre, puis d'avoir des bons résultats quand même, de faire les gagne, éliminatoires sur les dans un buts marché projetés. qui avait de la misère. Ils gagnent ce match sur les buts projetés Orlando face à Montréal. Dans Ben, la la première première mi-temps, mi-temps, ils là. devraient mener 1-0. Si franchement, La- ils sont un peu plus cliniques dans les 30 derniers mètres. Oui, Ben oui, exactement. mais ça- Première mi-temps, la victoire est allée à Montréal, mais Montréal n'a pas joué un grand match. Ils ont été Non. efficaces et opportunistes. Si Orlando marque dans la première mi-temps, on sait bien que c'est pas la même histoire. Mais là, bon, c'est des si et des si, mais je veux dire, Oscar Pereira, il fait un bon travail quand même. C'est juste qu'il faut pas s'attendre que lui, il va avoir une équipe qui va arriver puis ça va être alléchant. Mais frère, t'as pas besoin d'avoir 100% raison ou 100% tort. Il y a des nuances. Il a qualifié 3 années son équipe sur 3 et il a gagné US Open Cup. Qu'est-ce que tu veux prouver? Il a bien travaillé. T'as raison, mais je suis en C'est réaction. l'entraîneur de l'année, c'est tout. T'as raison, mais je suis en réaction, puis c'est mon côté probablement Portland, mais je suis en réaction par rapport à tous ceux qui le portent au nu constamment, Oscar Pareja. T'as raison. Et il faut que Mais- je me tempère. Mais je suis entier. Je suis un gars de passion. OK, on va finir là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Hein? Patrice Bernier, Vincent Détouche, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Il faut saluer notre... va falloir lui trouver un nom. Kevin Laramé qui s'occupe de la production aussi. Je vous rappelle que si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner soit à la chaîne YouTube ou à n'importe quelle autre chaîne où vous prenez vos balados-diffusions. Je vous rappelle qu'on a inventé ça, le podcast avec les images, qui est extraordinaire. Ça n'a pas été fait. La radio n'a pas d'image. Mur de La renommée. télé a seulement l'image. Nous, on a les deux. C'est ce qui est extraordinaire. Avec le but de Porter, c'est sur le mur de la renommée. C'est des génies. Ouais, ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut apporter au club.
Les standards sont hauts. OK, on vous laisse là-dessus. Le tour en calèche avec Cameron Porter juste après son but, ça aussi, c'était sur le... Ça, je pense qu'il va falloir inventer un autre mur pour le tour de calèche aussi. C'est une autre gimmick qu'il va falloir faire. OK, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bon week-end de rivalité, bon week-end de Montréal, de Toronto notamment.